Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Entretien. Entretien spécial qui reçoit à ce jour une personnalité spéciale. Il s'agit du secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives, Deo Bizibou Balola. Deo Bizibou, bienvenue parmi nous. Oui, je vous salue M. John. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Avec vous, secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, nous allons parler de l'actualité de l'heure en RDC. Comment est-ce que le président de la République est en train de gérer cette question de l'instabilité à l'est de la RDC? Nous allons parler des accords de Nairobi, mais également, c'est un sujet d'actualité, le calendrier électoral. Est-ce que ces élections auront bel et bien lieu? Parce que la bonne foi de l'UDPS est une fois de plus remise en cause, qui de plus normal pour en parler que vous, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Bizibou. Tout d'abord, je voudrais savoir comment se porte le parti. Le parti, l'UDPS, va très bien. Nous tenons bon. Comme notre feu Etienne Tshisekedi Mulumba, de la mémoire, nous avait laissé ce slogan, ce principe. Depuis la création du parti d'ailleurs. Et pour votre information, c'est depuis 1982 que l'UDPS a été créé. Et nous sommes dans ces rangs. Moi, ça me fait 31 ans dans les rangs de l'UDPS. Et depuis très longtemps, nous disons, tenons bon. Donc, pour nous, la lutte continue toujours pour libérer définitivement de notre pays. Et parmi les objets, même les objectifs de la lutte, c'était la conquête du pouvoir. C'est déjà chose faite. Pensez-vous que vous faites une bonne gestion de ce pouvoir que vous avez finalement reçu après plus de 35 ans? À ce jour, l'UDPS a 40 ans. Bien entendu, la conquête du pouvoir, tout parti politique concourt vers la conquête du pouvoir et l'exercer comme il se doit conformément à son projet de société. Et en ce qui nous concerne, nous pouvons estimer à quel pourcentage nous avons ce pouvoir, parce que l'idéal, c'est que le parti gagne et dirige seul conformément à son projet de société. Malheureusement, chez nous, ce qui nous est arrivé, c'est que l'UDPS n'a pas pu avoir la majorité à elle toute seule. Vous savez dans quel contexte nous sommes allés, dans quel contexte ces élections avaient eu lieu. Là, c'est là qu'il y a le paradoxe. Où vous avez les chefs de l'État qui gagnent la présidentielle, mais dont on pige la majorité de l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pourtant, les élections ont eu lieu dans le même bureau de vote, dans le même contexte. On ne va pas remuer le couteau dans les plaies du passé, mais nous constatons que l'UDPS a un certain... Nous avons le chef de l'État, mais nous n'avons pas pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour avoir donc la même mise sur le gouvernement. Nous dirigeons même avec ceux-là qui nous combattaient hier, ceux-là que nous combattions hier. Donc d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Nous avons même passé 2 ans avec l'FCC. Dans cette coalition. Qui nous tirait vers le bas. Et aujourd'hui, il y a aussi l'Union sacrée. Donc vous pensez que l'UDPS n'a pas à partager ce bilan tout seul? Non. C'est-à-dire que si l'UDPS avait la majorité à l'Assemblée nationale, surtout l'Assemblée nationale, pour avoir à diriger pleinement seul le gouvernement, le bilan nous l'assumerions à 100% seul. Mais dans la mesure où nous avons d'autres forces qui n'étaient pas avec nous hier, et donc avec lesquels nous dire, parce que le chef de l'État a été un fin stratège à ce niveau. En fait, il a évité d'être dans ce qu'on appelle dans la politique la cohabitation. Voilà. Où le chef de l'État serait en train d'assister à un gouvernement, à un premier ministre qui conduit le gouvernement sans lui. Il serait en train de subir. Ce qui n'est pas de son obéissance. Et là, c'était un grand danger. Parce qu'on allait vivre le kabanguisme sans kabanguer comme chef de l'État. Et heureusement que le chef de l'État, il a manœuvré. Je veux rappeler que pour ceux qui sous-estimaient le président Félix-Antoine Tshisekedi, je pense qu'ils sont en train de découvrir à chaque pas que c'est un fin stratège. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne le savent pas, que lorsque M. Kabange quitte le pouvoir, il n'a pas déroulé le tapis rouge à M. Félix-Antoine Tshisekedi, non. En fait, l'homme avait prévu reprendre le pouvoir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans les salons des FCC, il disait que le chef de l'État allait réchauffer juste le siège et que M. Kabange reviendrait rapidement. Et finalement, parce qu'il y avait 3 épées qu'ils avaient suspendues sur la tête de Félix-Antoine Tshisekedi. La première épée, c'était d'abord
tel que je constatais ici, on avait privé au chef de l'État la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est que M. Kabange a prévu un parlement qui était prêt à accuser le chef de l'État devant la Cour constitutionnelle. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi un peu plus réaliste, parce que peut-être ce sont des suppositions, bon, peut-être vous les assumez, mais est-ce que nous ne pouvons pas peut-être parler de ce qui s'est fait? Par exemple, à ce jour, nous sommes dans l'Union sacrée. Comment vous parlez de suppositions au président de la République? S'il vous plaît, comment vous parlez de suppositions lorsque vous avez entendu M. Tambo Mwamba, président du Sénat de l'époque, initier le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'intention était exactement de déférer le chef de l'État devant la Cour constitutionnelle. En fait, c'est là où j'ai dit que peut-être ce sont des suppositions. Ce ne sont pas à ce jour. Mais le Congrès, du chef de l'État avec le projet de l'Union sacrée Tambo Mwamba n'est plus là. Mais ouais, exactement. C'est ça. Alors maintenant, parce qu'à ce jour, toutes ces suppositions-là, on peut les évoquer. Je pense que ça ne va pas avancer la République. Parce qu'à ce jour, il y a le gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement des Warriors, que le président de la République lui-même est tenté de chapeauter. Parlons un peu du social. Est-ce que pensez-vous que l'Union sacrée, le gouvernement des Warriors est en train de relever le défi? Est-ce que vous me laissez? Vous savez, les historiens disent que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas non plus où vous allez. J'étais en train de faire voir comment le chef de l'État, ingénieusement, a démonté les épées qui étaient suspendues sur sa tête, une à une. Je parlais de ce Parlement, je parlais de la Cour constitutionnelle, et puis nous en étions au niveau de la troisième épée, c'est l'armée. Ayant démonté tout ça, voilà comment on est arrivé maintenant au niveau où il a maintenant le libre la possibilité d'agir, bien entendu, en ayant ses présenteurs d'autres forces qui n'étaient pas avec nous. Donc, le chef de l'État, même dans le cas où nous allons arriver aujourd'hui, et parce qu'on parlera aussi de la question sécuritaire, justement, vous allez vous rendre compte que la question telle qu'elle est gérée, aussi ingénieusement de telle sorte que le chef de l'État, je vous disais qu'il est en train de surprendre là où on ne l'attendait pas. Et effectivement, poser la question au Kabangi, ce qui disait qu'il était venu juste réchauffer le siège, poser la question à l'ancien homme fort de l'ANR, ce qu'il est devenu, et beaucoup d'hommes forts, des généraux qui sont en prison et consorts. Donc le chef de l'État, il est là où on ne l'avait pas attendu. Alors nous pouvons alors leur poser la question directement, puisque vous le suggérez. Nous leur posons peut-être la question sur le M23. Et ils diront qu'eux, ils ont défait le M23. Mais aujourd'hui, le M23 s'impose. D'où soit venu, allons-y, d'où soit venu qu'on puisse défaire le M23 et qu'on signe les accords juste après, avec le M23. Si vous avez défait quelqu'un, vous le mettez quand vous le chassez. C'est fini. D'où vient qu'on puisse défaire le M23 et qu'on a signé les accords encore avec le M23? Voyez-vous, ici, les Congolais savent que ce pays est infiltré depuis 1997 lorsque M. James Kabarebe a été nommé chef d'état-major de l'armée ici. Les Congolais le savent. Et nous constatons tout simplement que l'ancien, quand on parle de brassage, mixage, qui ont fait infiltrer l'armée et les institutions du pays? Ce sont ceux-là. Ok, monsieur le secrétaire général, je constate avec vous, sur la question de la sécurité dans ce pays ici. Lorsque vous lisez le général célèbre Sun Tzu, le général chinois, il dit le prince fait la guerre à travers le général, les généraux. Vous apprendrez que jamais l'armée a eu les moyens qu'elle a aujourd'hui pour faire la guerre. Ça fait 10 ans qu'on n'avait plus de 10 ans, on n'avait plus jamais eu ce qu'on appelle la loi de programmation militaire dans ce pays. On se contentait de saupoudrage, où on dotait à l'armée 400 millions, 800 millions. Et pour exécuter 200 millions à la fin. Mais nous avons chez l'État aujourd'hui qui a doté l'armée des moyens nécessaires. La loi de programmation militaire a prévu 1 million, si ma mémoire ne me trahit pas, 1 milliard 150 millions pour la première fois le budget de l'armée. 1 milliard. Maintenant nous sommes à presque 800-900 millions. On n'avait jamais eu ça. Et quand la guerre commence, le chef de l'État décide de dépasser ce que la loi de programmation militaire a prévu. Nous sommes à peu près 1 milliard 600 millions de dollars. Lorsque le prince qui fait son temps Tshisekedi donne le moyen, et nous sommes très heureux qu'il ait démonté effectivement cette troisième épée
une armée qui était prête à faire le coup d'État. Vous savez que nous avons des généraux et des membres de service et des renseignements et qui sont en prison aujourd'hui. Il y a des procès qui sont en cours. Pour dire quoi? Le chef de l'État vient de mettre en place un nouvel état-major général de l'armée et lui comme prince, il donne les moyens. Voilà pourquoi il dit à l'armée, je vous donne les moyens, allez-y. Et nous sommes très heureux de constater que jadis, vous savez que en un mois, 2 mois, les Rwandais prenaient Goma, Bukavu, Uvira et consorts, occupaient tout le terrain. Mais grâce à malgré l'infiltration de l'armée, vous savez, c'est quelque chose qui a été le travail de SAP qui a été fait depuis ça prend du temps. J'ai envie de me féliciter aussi de ce bilan avec vous. Mais il y a quand même des choses simples qui reviennent. Par exemple, le M23 a accusé même le pouvoir d'avoir eu à signer des accords avec lui, mais qui ne sont pas respectés. Ces accords sont où? Lorsqu'il y a des accords, le pays est dirigé par le chef de l'État. Et il y a le gouvernement qui est là. Dites-moi, ces accords avaient été signés par quel gouvernement? Par qui? C'est le porte-parole du M23 qui, je vous dis, ces accords ont-ils été ratifiés par l'Assemblée nationale? Est-ce que vous ne vous reprochez pas de n'avoir pas pris en compte la continuité du pouvoir? Parce que les services de renseignement passés avaient déjà fait le travail. Mais en arrivant au pouvoir, Félix Tshisekedi retend la main à Paul Kagame, le traitant de son frère. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec qui vous parlez sûrement, ne s'est-il pas senti peut-être trahi ou bien qu'il a reçu un coup d'épée dans le dos? Absolument pas. D'abord, lorsque vous parlez du M23, je vous ai fait voir que le M23, que l'ancien gouvernement n'avait pas défait le M23. Ils s'étaient juste entendu le temps de se replier. Et ils ont commencé à vous n'allez pas défaire quelqu'un pour signer les accords plus tard avec lui. Je veux vous informer que cette guerre dont il est question ici avait été programmée à avoir lieu 6 mois après l'accession au pouvoir du chef de l'État. Mais le chef de l'État il n'a fait que retarder en fait. Lorsque le chef de l'État va à travers toute la sous-région, il va jusqu'au Rwanda, appeler M. Kagame, mon frère, il ne faisait que retarder la guerre en fait. Il y a des accords qui ont été signés, Rwanda a commencé, mais vous savez quand vous avez affaire à une armée qui a été infiltrée depuis 1997, voilà comment le chef de l'État avait besoin d'un temps pour que stratégiquement, d'abord, il reprenne la main sur le plan politique, parce qu'il n'avait pas la majorité avec lui. Deo Bizibou, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS, parti au pouvoir, Union pour la démocratie et le progrès social, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives. Deo Bizibou, en vous entendre, c'est comme si, voilà, permettez-moi un peu de donner cet exemple. C'est comme un parent, un père de famille, les enfants lui disent qu'ils ont faim, mais lui dit, il ne fait que rappeler que la maman, hier, elle n'était pas au marché. N'est-il pas le temps de poser des actions concrètes qui puissent être vues et pour satisfaire l'opinion justement qui en a besoin? Vous avez appris certainement que les M23 et Rwandais sont en train de se désengager. Ils ont accepté de rencontrer les médiateurs, voilà, pendant qu'ils n'étaient pas donc allés y résister, mais maintenant ils sont en train de chanter. Donc vous croyez vraiment fermement aux accords de Nairobi? Le chef de l'État fait le travail. Le Rwanda est toujours... C'est comme ça que beaucoup de personnes n'avaient pas compris la démarche. C'est comme ça que je commençais à vous faire voir comment je fais s'entendre Tshisekedi surprend le monde entier là où on ne l'attendait pas. Il a démonté tous ces pays dont je parlais ici. Et sur le plan international, il avait compris qu'il fallait isoler le Rwanda. Parce que, et c'est comme ça que beaucoup de gens n'avaient pas compris pourquoi le chef de l'État a amené le pays dans l'EAC. Parce que vous savez, lorsque les États, et parmi ce qui fait le pacte entre les États exactement, qui font partie de la même communauté, c'est les soutiens mutuels. Donc, jadis, le Rwanda avait les soutiens de tous ces autres pays de l'Est contre le Congo. Et le chef de l'État a compris que pour isoler le Rwanda, il a fallu que le Congo fasse partie de l'EAC aussi. C'est comme ça que cette organisation dont le Rwanda fait partie. Dont le Rwanda fait partie. Et qui nous impose aujourd'hui une force régionale. Elle nous impose. Et cette force régionale installe une zone tampon. S'il vous plaît. Le danger de la balkanisation. J'ai commencé par vous faire voir que nous n'avions pas une armée qui était prête à se battre. Du coup, vu l'infiltration depuis 1997. Cette armée, chef de l'État, est en train d'y travailler. On l'appelle la grande muette. Je ne vais pas exposer les secrets
des secrets de défense ici. Non, le chef de l'État y travaille. Je vous disais que un travail de SAP qui a commencé en 1997 par le Rwanda, en amenant le chef d'état-major rwandais à la tête du pays ici, pour déminer cette armée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Vous dites que voilà, nous n'avions pas une armée à mesure de faire face justement à cette situation. En quelque sorte, vous rencontrez les propos du président burundais qui avait choqué plus d'un en République démocratique du Congo. S'il vous plaît, mais vous reconnaissez ici que l'armée a eu à sa tête un chef d'état-major rwandais. Et vous attendez que ce chef d'état-major rwandais là fasse un bon travail pour les Congolais? Absolument pas. Il a fait le travail pour le Rwanda exactement. Et quand je vous ai parlé de mixage, et les accords ici, c'est là, pour fragiliser l'État. Mais, mon frère, c'est dans ce pays ici, on ne croyait même plus que le budget pouvait atteindre 15 milliards. Dans ce pays. On nous avait cantonné seulement combien? 3 milliards, 4 milliards, y compris même la part de la communauté internationale. C'était ridicule. Et pendant ce temps-là, le pays regorge des ressources naturelles qui sont là. Tout ça parce que l'argent, le système de prédation était là pour prendre tout l'argent dans les poches des individus. Okay. Et rappelons-nous qu'il y a eu quand même des gens courageux qui ont eu à dénoncer que je fais allusion à la déclaration du professeur Bambi, qui disait qu'il y avait, je pense, 20 milliards qu'on détournait chaque année dans ce pays. 15 milliards. Oui, 15 milliards. Oui, nous sommes à 15 milliards de budget. Je voudrais quand même que le point qui nous concerne en cet instant, nous parlons de l'aspect sécuritaire. En quelque sorte, vous voulez affirmer par là que, voilà, à ce jour, nous n'avons pas une armée qui puisse faire face non, on n'avait pas. M23. Le chef de l'État accède au pouvoir, on n'avait pas cette armée-là. Et je vous ai dit que cette armée était prête à faire un coup d'État contre lui. Cette armée qui a été minée. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, je vous ai fait remarquer que Goma, Bukavu ne sont pas tombés contrairement à ce qui se passait autrefois. Il y a des grands changements. Je vous ai fait voir que combien les moyens qui sont mis à la disposition de nos généraux, de l'armée aujourd'hui, on n'avait jamais eu ces moyens-là. Mais il y a des centres d'instruction qui n'avaient plus jamais fonctionné dans ce pays, qu'on ressuscite. Il n'y a pas longtemps. En quelque sorte, il n'y a pas longtemps. L'arrivée de la force conjointe de l'EAC, c'était un vœu très attendu de Félix Tshisekedi. Parce qu'il fallait sauver nécessairement la situation. Je voudrais faire voir d'abord que... Parce qu'il y a un travail qui doit encore se faire. C'est ça un peu la position que vous nous présentez ici. Quand est-ce que vous aviez encore entendu parler de l'aviation militaire dans ce pays? Dernièrement, lorsqu'on a vu encore dans ce pays l'aviation de l'armée pour aller bombarder, on n'avait plus jamais entendu. On disait même que ça n'existait même plus dans ce pays. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi. Je vous ai dit que bon, c'est vrai, au niveau interne, mais il n'y a pas longtemps, au niveau interne, il y a eu au niveau interne, on a organisé ça avec l'Angola. Au niveau interne, est-ce que ces avions là-bas allaient sur les terrains de combat? Vous aviez entendu que l'armée sous Kabila est partie bombarder le M23 à gauche et à droite. Mais le M23 avait déjà été défait. D'ailleurs, le Félix Tshisekedi... Je vous ai dit que le M23 n'avait pas été défait. La preuve, ils étaient où? Où est-ce qu'ils ont... Au Rwanda, bien sûr. Je vous ai dit, la preuve c'est que vous n'allez pas défaire quelqu'un pour signer les accords par la suite avec lui. Si vous saviez alors qu'il n'était pas encore défait, mais lorsque le temps de fraternité entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, pourquoi cette question n'avait pas été résolue? Mais je vous ai dit il n'y a pas longtemps que Félix Tshisekedi ne faisait que retarder les chances de la guerre. Le temps de se mettre en forme, avoir une armée prête à faire face à toute éventualité. Oui, effectivement. Oui. Mais la guerre, le Rwanda est dans sa... Je voudrais vous rappeler ici que M. Paul Kagame, en fait, lui, dans son sang, c'est la guerre. Et c'est la violence. Je voudrais rappeler ici, pour ceux qui ne savent pas, que pour que M. Kagame soit le chef du FPR, il avait fallu qu'il puisse, que M. Frédéric Guéma, le premier chef du FPR, soit tué. Là, M. Kagame rentre des études des États-Unis, travaillant dans les renseignements de Museveni, en Ouganda. On tue Frédéric Guéma et il prend la tête du FPR. Pour prendre la tête du pays, le Rwanda, il a fallu qu'on assassine 2 chefs d'État en fonction. Ça, c'est de l'histoire. Là, pourquoi je voulais dire que non. L'histoire, c'est le flambeau du passé, mais qui éclaire le présent. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où est-ce que vous allez. Voilà pourquoi je suis en train d'insister pour dire, pour comprendre Félix Antoine Tshisekedi, il faut comprendre d'où l'on vient. L'homme dont on disait qu'il allait juste chauffer le siège de M. Kabangé, et voici l'FCC en débandade aujourd'hui, et voici les hommes forts qui avaient cru dans ce pays, que des généraux comme John Numbi, l'homme fort de l'ANR,
serait en train de demander pardon aujourd'hui. Et cette escalade verbale entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, je vous avais posé cette question. Alors, je reviens... Qu'est-ce qui justifie ça? Ce sont ces propos que je venais de tenir là à cet instant. Je vais y arriver. Pensez-vous, d'après, comme le dit Félix Tshisekedi, que Paul Kagame, c'est ça même le mal de la sous-région? Avant d'y arriver, même de l'Afrique. Avant d'y arriver, parce que vous parliez ici des actions concrètes du chef de l'État. Vous faisiez allusion à une maman, à un papa, les enfants demandent à manger, puis il dit non, non, voilà, maman n'est pas un non. Félix Antoine Tshisekedi est en train d'aligner un bilan très positif au point que les gens, vu que le mal était profond, on ne s'aperçoit pas. Nous comprenons que les attentes étaient très hautes, mais tous les voyants étaient au rouge. Regardez. Oui, on ne s'aperçoit pas, on ne le voit pas. C'est pourquoi nous vous recevons. Nous avons besoin social, que vous puissiez nous le donner. Sur le plan social, on n'a pas la possibilité de le voir. L'ancien régime... C'est depuis 2006 qu'on avait inscrit dans la Constitution la gratuité de l'enseignement. Le régime Kabangé est passé. Et lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, il lance l'idée, beaucoup disaient non, non, ça c'est vraiment un vœu pieux. C'est imagine. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 100 000 enseignants qui n'avaient pas été mécanisés. Tout ce temps-là, qui sont mécanisés. Et quand on pose la question de savoir, mais l'argent, le budget est en hausse, cet argent va où? Mais quand vous devez prendre en charge 100 000 enseignants, vous savez, c'était même ridicule. On les appelait, jadis n'était pas payé. On les appelait autrefois NU, NU. Leur jargon, quand il est nu, ça veut dire que NU. Nouvelle unité. Nouvelle unité. On ne paye, mais 100 000 mécanisés, payés aujourd'hui. Ces enseignants, les écoles ne recevaient pas les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, les écoles reçoivent des frais de fonction. Nous sommes d'accord que nous n'avons pas encore atteint le maximum qui est donc attendu. Mais nous avons à peu près 5 millions d'enfants qui n'allaient plus à l'école. Alors, quand vous prenez tout cet argent là-bas, les enseignants qui n'étaient plus payés, qui sont payés, les enfants qui n'étudiaient pas, tout en sachant. Vous savez, on a perdu 2 ans avec l'FCC, cash, qui nous tirait vers le bas. Nous avons connu une année de Covid. Donc si nous n'avions pas ces pesanteurs-là, on serait très loin aujourd'hui. Alors je vous dis que les actions du chef d'État sont tout à fait concrètes. Mais comme vous savez, avant tout, le chef d'État a promis la sécurité de ce pays. Ce pays, je vous dis, tous les domaines, les voyants étaient au rouge. Diplomatiquement, on était plus fréquentable. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Tous les domaines, l'ancien régime avait pratiquement... donc, l'ancien régime avait liquidé le pays. Et le chef d'État ne fait que restaurer le pays progressivement, par rapport à là où il a trouvé. Nous pensons, en tout cas les bilans sont positifs. Et je vous ai dit, sur le plan sécuritaire aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui que l'M23, les Rwandais commencent à se retirer, ce n'est pas parce qu'ils le veulent. Je voudrais affirmer ici un principe sacro-saint qui régit... C'est-à-dire que c'est la diplomatie à payer, c'est ce que vous voulez dire. Qui régit, et la diplomatie. Vous savez, les Rwandais tenaient à prendre Goma. Ne pas prendre Goma pour eux, c'était un problème. Goma était tombé sous Kabangé. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ces accords de Nairobi, en fait, dressent le lit à ce projet de balkanisation de la RDC? Absolument pas. Veuillez me laisser d'abord achever cette idée ici. Je voudrais, c'est très important. Il y a un principe sacro-saint qui régit les relations internationales. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ça veut dire quoi? Quand vous avez des chefs qui ne sont pas à mesure de s'assumer pleinement, des chefs qui roulent pour les intérêts étrangers, on marche sur vous. Et c'est que le Congo a connu pendant tout ce temps-là avec le mixage, brassage, on a vu des étrangers très dans tous les domaines. Et maintenant que nous avons un chef de l'État qui dit ça s'arrête, et voilà, on a l'armée. On met l'armée. Les rebelles dans l'armée. On n'a jamais refusé. On ne va plus intégrer les rebelles dans l'armée. Plus question. Mais avoir accepté d'aller en Nairobi, leur donner la possibilité de s'exprimer, n'est-ce pas un début? Non, d'abord... Parce que la revendication du M23 est simple. Il faudrait intégrer l'armée régulière. Eh bien, nous l'avons déjà dit, le chef d'État a déjà dit non. Même la recommandation de l'Assemblée nationale a déjà été donc ferme à ce sujet. Pour dire, pas question. Et c'est là que je voudrais dire que la vérité, elle est très têtue. C'est pourquoi j'ai insisté lorsque vous me receviez sur ce plateau en vous disant, cher ami, je voudrais que vous prononciez mes 3 noms.
parce que je viens de la zone. Je suis originaire du sud Kivu, de l'Est et de Bukavu en particulier. Dans ce pays, nous sommes habitués à voir des gens qui, par moment, vous ne savez pas, il a étudié avec qui. Quelqu'un vient au Congo, il vous dit, je rentre au pays de mes ancêtres. Mais quand vous posez la question, monsieur, vos ancêtres habitaient où? Vous venez d'où? C'est ça que je voudrais attirer l'attention de tout le monde ici. Nous sommes des Bantous. Un Bantou, son sort est lié au sol. On est censé, même si vous trouvez une île qui n'est habitée de personnes, une forêt, une colline où il n'y a personne, ça appartient à quelqu'un, à un clan, à une tribu, et ainsi de suite. Et le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils viendront au Congo prendre les terres comme ils veulent. Voilà, voilà. C'est pourquoi je disais, vous avez des gens, il a un nom, un poste-nom, un prénom, et puis le poste-nom. Seulement deux noms. Un troisième, le nom de famille pose problème. C'est ce qui se passe à l'Est là-bas. Et M. Kagame joue sur ça pour continuer à semer la guerre. Ici, et bien entendu, en toile de fond, il y a l'exploitation illicite des matières premières du Congo. Dieu merci, lorsqu'il lui a créé le Congo, la plupart des cas, nous avons une frontière à l'Est là-bas, naturelle. Comment déplacer le lac Kivu? Kagame n'est pas capable de déplacer le lac Kivu. La rivière Ruzizi, le lac Tanganyika, la rivière Essemblike, ainsi de suite. La plupart des fois, on a une frontière que Dieu a déjà précisée. Et vous savez, on dit en Swahili, là chez nous, on dit, même c'est un passage biblique. Alainiwe atakayevuka mupaka ya jirani. Que soit maudit celui qui franchit la limite du voisin. Vous n'avez jamais entendu que nous les Congolais on a franchi la limite. Alors j'étais en train de faire voir que M. Kagame exactement, je reviens à votre question par rapport à ce cas de cette escalade verbale. J'ai commencé par vous faire voir que M. Kagame pourrait être chef du FPR. M. Frédéric Magitev, chef du FDR et du FPR, avait été tué. Je vous ai fait voir aussi que pour qu'il soit chef d'État au Rwanda, il a fallu que deux chefs d'État, Juvenal Habyarimana et le président Dariamira, je pense, soient abattus. Leur avion avait été abattu. Et la suite est connue. Oui, les génocides. Les génocides. Ces génocides ne s'est pas arrêté au Rwanda. Il s'est poursuivi ici au Congo. Quand on parle de Tingi-Tingi et consort. Mais la vie humaine est sacrée. Et là, moi, je voudrais dire à M. Kagame que... Et tel est le contexte d'accès au pouvoir de Paul Kagame. Et moi, je voudrais dire que les nazis, on a vu Hitler prendre toute l'Europe presque. Mais les nazis ont été par la suite traqués. Et c'est ce que je voudrais m'adresser à ceux qui se font complices de Rwandais pour dire que tôt ou tard, la roue de l'histoire est en train de tourner, mais elle tourne contre vous, contre eux. Pour des moments venus, vous serez rattrapés. Il n'y a jamais eu une puissance éternelle. C'est comme nous avions étudié à l'époque, dans l'histoire. Les empires connaissent l'essor, l'apogée, aussi la décadence. Oui, le déclin. Monsieur Kagame est aujourd'hui au seuil de sa décadence. Regardez, aujourd'hui, ce sont les Américains qui lui parlent. Mais pourquoi ça arrive? C'est pas ils se rendent compte qu'il y a un chef d'État au Congo. Tous les Congolais sont, et c'est là que je félicite tous les Congolais de tous bords. Et c'est ça, il n'y a pas que de mauvaises choses. Mobutu est parti, mais reconnaissons que cet homme a laissé en nous la notion de l'unité nationale. On a retrouvé des Congolais de tous bords qui sont retrouvés dans d'autres. Par exemple, moi, moi je suis natif de Bukavu, mais j'ai grandi au Congo central. Ma femme, elle est mon Congo. Elle est Moyombe, du Congo central. Les noms de mes enfants sont les noms des Bakongo et consorts. Je vous parle du Congo comme si j'étais... C'est ça. Il y a des Bakongo, il y a des Kassai nés au Kivu là-bas. Quoi qu'ayant le son de me disent, non, ici, c'est le Congo. Et c'est comme ça, et ça commence aujourd'hui. Vous avez vu en 1990, en 2002, lorsque Moutebousi avait pris la ville de Bukavu, partant de Goma encore pour prendre... C'est l'aventure dont je vous parlais, qui ne se reproduit pas aujourd'hui. Aventure laquelle je vous ai fait Antoine Tshisekedi. Mais fin aujourd'hui. Moutebousi est parti de Goma, 200 km, pour aller prendre Bukavu. Putain, Nkunda est parti
de Goma pour les renforcer Moutebous, ils ont pris Bukavu. À partir de 200 km. Le champ était libre. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Goma n'est pas tombé. Et je veux dire que M. Kagame a continué ces atrocités ici au Congo. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes qui ont été tués à Chichi il n'y a pas longtemps ici. Mais je dis à tous les complices de M. Kagame, et à Kagame lui-même, la roue de l'histoire tourne. Okay. Le sang de ces innocents là, par millions aujourd'hui, crie vengeance. Déo Bissibou, que vous avez suffisamment exposé sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous savons que Kagame, c'est un dirigeant pas du tout crédible dans le cadre des accords, mais Kagame, il fait partie de cette EAC. Ne pas vouloir la présence de la MONUSCO, mais accepter la présence de la force de l'EAC, n'est-ce pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? J'ai commencé par vous dire que, peut-être que je n'avais pas fini cette idée-là, pour vous dire que la paix véritable dont le Congo a besoin ne viendra ni de la MONUSCO, ni de la force EAC, non. Le socle, c'est les Vietnamiens congolais, l'État congolais, qu'il faut qu'on dise que les choses étaient en train de refaire aujourd'hui. Où on n'avait plus, où l'armée était infiltrée, on est en train de déminer l'armée aujourd'hui, les services de renseignement, ainsi de suite. C'est quand les chefs d'État donnent des moyens aujourd'hui qu'ils n'avaient jamais eu. Ceux qui détournaient l'argent sont en train d'entrer en prison. Vous avez suivi des procès des officiers militaires qui ont été jugés à Ituri et consorts. Le moment venu, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'armée sera à 100% de ses moyens, sur le plan humain, sur le plan logistique. Je suis très heureux de voir les jeunes gens, par milliers, répondre à l'appel à la mobilisation générale. Ceux de l'Est, qui ont connu depuis 30 ans les affres de la guerre nous imposées par M. Paul Kagame, répondre massivement à l'appel du chef de l'État. Ces jeunes gens-là, revenus dans 3, 4 mois, 6 mois, une année, vous allez voir, et Kagame est en train de le sentir. Et je voulais dire ceci, la paix véritable, c'est lorsque le Léviathan congolais reprend sa vigueur. L'armée a tous ses moyens. On a fini de la déminer. Vous savez que pourquoi le Congo, ce point je voulais dire à nos compatriotes congolais de comprendre. Pourquoi le Congo est si visé? C'est parce que parmi les éléments constitutifs de la puissance, vous avez effectivement la population. Il faut avoir une population nombreuse. Il faut avoir la superficie. Regardez les grandes puissances du monde ici. Ils ont une grande superficie. Vous regardez la Chine, la Russie, les États-Unis. La plupart, ils ont des grandes superficies. Et Dieu nous a fait, et Dieu nous a vraiment choyé encore. Dieu nous a donné les richesses naturelles, exceptionnelles. Le monde entier sait que le jour où le Congo s'élève, une grande puissance est là. Donc, si je peux vous paraphraser, donc c'est en vue de cela que nous avons accepté avec le chef de l'État Nairobi. Et c'est en vue de cela que nous avons aussi accepté la présence de la force régionale de l'EAC, tant contestée. En quelque sorte, vous paraphrasant, nous pouvons dire que l'UDPS n'est pas contre ceux qui pensent que la présence de la force de l'EAC est peut-être un plan de balkanisation qui est en train d'être mis sur pied. Mais tout simplement, l'UDPS dit, nous savons cela, mais c'est nécessaire pour le temps, pour nous, d'atteindre ce niveau que vous avez présenté ici. Non, vous ne me paraphrasez pas. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Justement, je vais vous entendre réagir. Mais je fais le constat. Mon frère, le chef de l'État que nous avons aujourd'hui, c'est le fils de Tshisekedi Wamulumba. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du néant. Même la question que vous avez évoquée ici, disant, mais lorsque le chef de l'État répond à Paul Kagame, c'est comme si on... Mais c'est maintenant que les Congolais sont en train de vivre Tshisekedi Wamulumba à travers son fils. Je vous disais que amener le pays dans l'EAC constitué à isoler Paul Kagame. Regardez l'incident. Vous l'isolez avec lui dedans. Non, l'isoler par rapport aux autres États. Parce que l'EAC, il est dedans. Il est soutenant. Il est soutenant. Avec des... Maintenant, nous sommes là-dedans. Nous avons aussi droit au soutien de ces États-là. Et c'est là que nous sommes droits maintenant, le Rwanda.
Et pensez-vous que c'est très bien réfléchi dans le cadre de la géopolitique? Lorsque vous voyez Rwanda, Kenya, Nilotique. Mais j'arrive. Vous avez évoqué la question Bantou ici. Mais est-ce que vous m'amenez sur... Je ne voudrais pas être amené sur cette question-là. Nilotique, nous n'avons pas sur la question. Oui, vous êtes libre. Nous parlons des États. Je vous ai dit que les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Chaque État à travers le monde, c'est pourquoi les ambassades existent. Chaque État a des intérêts dans d'autres États et qu'il est censé défendre. Et j'ai insisté, si vous êtes faible, on marche sur vous. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train d'établir la force, la puissance de ce pays. Je vous dis ceci, isolé aujourd'hui, vous pensez que le Kenya va accepter que le Rwanda tue ses hommes ici au Congo? Il y a déjà un incident, rappelez-vous, que dans la salle de conférence, on a trouvé que la sonorisation était infiltrée par le Rwanda. Vous pensez que le Kenya va subir ce camouflet? Non. Le chef de l'État a pris, je vous ai dit que ça sera la même chose. M. Kabange qui était ici au pouvoir, qui pensait que Tshisekedi venait réchauffer son siège pour revenir une année après, 2 ans après, il déchante aujourd'hui. Il déchante avec les siens. Mon frère, qui avait cru que M. Moulania et les autres allaient se mouiller sous la pluie comme nous étions à l'opposition, sous la pluie dans une marche de protestation? Revenons alors. La même chose va arriver à Paul Kagame. Exactement, c'est ce qui va lui arriver. Il va être isolé, le Congo va prendre son essor. Donc ça dit que le Congo, le chef de l'État, c'est un fin stratège. Avec l'EAC, ça va permettre que le temps que nous soyons en train de mettre l'ordre dans notre armée, déminer. Vous savez mon frère, sur le champ de bataille là. Nous revenons un peu dans notre sujet. Vous avez évoqué Paul Kagame. Dans sa sortie, lorsqu'il s'en prenait au président Félix Tshisekedi, il a aussi évoqué la question des élections. J'aimerais qu'on puisse en parler. Que tout ce que Félix Tshisekedi est en train d'évoquer constitue un faux fouillant pour s'éterniser au pouvoir. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral, mais plus d'un, pensent que c'est un calendrier peut-être politiquement correct. Là, je reprends le terme d'un ancien candidat président de la République, mais techniquement impossible à réaliser. Je vous disais d'abord que le président Félix a porté un nom, Tshisekedi Omulumba. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que moi, derrière Tshisekedi Omulumba, ça en fait 31 ans. Vous l'avez dit. Le chef, notre père, nous a appris. Du reste, c'est le premier docteur en droit de ce pays. Le respect des textes, c'est un principe sacro-saint chez nous. Nous sommes très heureux. D'abord, nous, à l'IDPS, nous, les fils de Tshisekedi Omulumba. Je ne vous apprends pas certainement ça, parce que vous êtes des fins limiers, vous savez suivre l'actualité, comment les partis politiques s'émeuvent. Vous avez vu le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, depuis il y a plus de 2 ans, être au Congo central, être à Bandundu, dans l'ancien Bandundu. Toutes les villes du Congo central, il les a couvertes. Les villes de l'ancien Bandundu les a couvertes. Il venait d'être au Kassai, il vient d'être dans la Chopo, il vient d'être encore, il n'y a pas longtemps, à Lumbashi. Moi, comme secrétaire général adjoint, parce que nous sommes, avant que le secrétaire général ne puisse s'émouvoir, ce sont les secrétaires nationaux d'abord qui y vont. Et nous, les secrétaires généraux adjoints, nous suivons par la suite. Moi qui vous parle ici, j'ai déjà fait Nord Kivu, Sud Kivu, Lituri, j'ai fait Haut-Ouélé, j'ai fait la Chopo. Et les collègues font le même travail dans ce... Nous, c'est depuis longtemps qu'on ne prépare les élections. Pendant que nous, voilà, on ne doit pas les élections, mais ils avaient oublié une chose. Félix Antoine Tshisekedi est de l'école de Tshisekedi Omulumba. Et la Constitution a prévu que 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État en exercice, la CENI convoque l'électorat. Nous constatons qu'en ce qui nous concerne, nous, UDPS n'a pas de problème, nous travaillons depuis très longtemps sur le terrain. Et nous constatons que le calendrier prévoit que le 20 décembre, le 20 janvier plutôt, 2023, pour 2024, qu'il y ait installation de soit 4 jours avant. On a même pris 2 jours avant le jour J. On est dans le délai. Et nous demandons à ce que chacun, parce que
Je disais que l'histoire, c'est le flambeau du passé qui éclaire le présent. Nous savons d'où nous venons avec les anciens régimes, où il avait fallu des marches, je regarde une pensée pieuse, à ceux des compatriotes qui ont perdu la vie en ce moment-là. Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, tous les Nord qui ont perdu la vie pour réclamer les élections dans ce pays. Je constate qu'avec l'UDPS, avec nous, avec Félix Antoine Tshisekedi, tel n'est pas le cas. Nous savons déjà une année avant, on a le calendrier. Dans la main sur le cœur, l'UDPS dit, voilà, nous sommes d'accord pour la tenue des élections l'année prochaine. Et pour l'UDPS, il y aura élection. Je dis, je suis Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Il s'appelle Tshisekedi. Il porte un grand nom de notre père, le Sphinx de Limete, qui a tout donné pour que l'état de droit règne dans ce pays. Et moi, je suis le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Je vous ai dit, 31 ans. Vous savez, nous autres, tous jeunes, on a embrassé cette lutte. Il y a des choses que les jeunes ont eu à faire, ou bien ils font, que nous n'avons pas eu à faire. Pas tout simplement, nous avons dans notre tête la lutte rien que jusqu'à ce jour. Je dis, nous sommes pour l'état de droit dans ce pays. La Constitution s'applique. Nous sommes heureux que le calendrier est là. Et comme preuve, je vous ai dit que nous, UDPS, depuis longtemps, on fait le tour du Congo d'implanter le parti. Je dis à ceux-là qui pensaient que l'élection n'aurait pas lieu, à ceux-là qui comptaient qu'on puisse avoir les négociations entre parents, je vous des parents qui le font rapidement. Là-bas, ce sont les groupes armés. Et le chef de l'État a dit, je parle du Kenya, à Nairobi. Les groupes armés, la condition, il faut déposer les armes. Vous avez suivi les communiqués. Là, c'est pour négocier d'abord. Vous avez suivi les communiqués final d'hier. Et ça y est, nous sommes en train d'y aller. Ça ne soit pas le dialogue type Sun City, Pretoria, non. À tous les acteurs politiques, nous sommes à une année des élections. Leur demandons de se mettre, de se ranger en ordre de bataille pour qu'on puisse aller aux élections. Et nous pensons que déjà, l'année prochaine, cette affaire M23 et qu'on aura fini. Je voudrais l'assurer que nous irons aux élections avec tous les Congolais. Donc l'état de siège aussi dans le Nord aura pris fin. Mais lorsque les M23 commencent déjà à se retirer, ils ont trouvé ce que sur le terrain, même la population a tellement résisté. Et le chef de l'État tient le front. Il voit comment le monde entier, comment le Congo tout entier a répondu à l'appel du chef de l'État. Ils savent qu'ils ne seront pas allés loin. Et moi, je voudrais dire que mon message est clair par rapport à ceux qui voudraient être Congolais. La nationalité congolaise, on peut l'acquérir. En tout cas, Dieu a voulu que nous naissions chacun, Congolais, Rwandais et consorts. C'est pas nous. Personne n'a décidé, même nos parents que nous avons. Personne n'a choisi ses parents ou ses frères. C'est de la volonté divine. Dieu a voulu que nous soyons Congolais. Que le seul Congolais soit nanti de ce que Dieu a mis là-dedans. Si vous êtes Rwandais, mais constatez que ça ne dépendait pas de vous, ni de nous les Congolais. Mais la loi a prévu qu'on peut être Congolais, la nationalité elle est soit d'origine, soit d'acquisition. Quiconque peut venir demander la nationalité. Dans la forme, voilà pourquoi je dis, une fois l'État va, le vétéran congolais va être remis, sa vigueur va être... Ça sera comme aux États-Unis, avant d'y aller, vous pourrez dire, comment ça se passe là-bas? Je me conforme. Et c'est le travail que je l'État est en train de faire aujourd'hui. Donc moi, je leur dis, respectez la loi de la nature, la loi de Dieu qui a voulu qu'on soit Congolais, qu'on soit Rwandais, et que chacun respecte tout simplement les lois et des autres. M. Kagame, je dirais qu'il trouve en face de lui celui qui n'était pas hier. Il était habitué à marcher sur les Congolais comme il voulait. Le Congo commence à renaître par Félix Antoine Tshisekedi. Les choses changent. Et je vous dis que les États, j'insiste encore, les États n'ont pas d'amis. Nous avons l'avantage aujourd'hui de voir que les intérêts des Congolais sont en train d'être défendus comme il se doit par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. L'argent de l'État, on ne prend plus comme hier, n'importe comment. Non. Nous sommes en train d'évoluer. L'armée s'élève, l'administration s'élève, ainsi de suite. Et voilà pourquoi nous disons, nous allons aux élections. Nous avons besoin que les Congolais donnent au chef de l'État. Maintenant, la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que nous, le fils, je parlais de... Nous sommes dépositaires d'un testament.
Tshisekedi du Sphinx de l'unité Étienne Tshisekedi. Dont nous sommes les disciples. Voilà. Et c'est vrai, il repose, mais il vit à nous. C'est la parole de Déo Bizi. Et là, nous promettons aux populations congolaises que nous allons relever les défis. Notre père, il est décédé. Très bien, il repose. Mais ça, on est fier de lorsqu'il voit ce qu'il a préconisé. Justement, être réalisé. Surtout que vous avez la possibilité, maintenant que vous avez le plein pouvoir, nous avons un peu de possibilités qui contrôle tout au pays. Un peu de possibilités. Voilà, Déo Bizi. Nous sommes sur la voie. Nous attendons maintenant à voir plein pouvoir maintenant. Le chef de l'État qui a la majorité de l'Assemblée nationale et au Sénat, avec son gouvernement, nous n'allons plus négocier avec X qui va nous conditionner. Non, qu'on voit les fils de Tshisekedi, le Sphinx, à l'œuvre. Déo Bizibou, nous vous disons merci. Merci surtout de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour cet éclairage que vous avez donné dans le cadre de cette émission qui tend malheureusement à sa fin. Nous allons nous séparer par ici, peut-être dans l'espoir de vous retrouver pour un prochain numéro. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs et chers auditeurs de Digital Congo FM, de nous avoir suivis. Cette émission se termine par ici. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Déo Bizibou Balola. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, cher ami.